Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Sabine pour cette introduction. Merci aux organisatrices et aux organisateurs de m'avoir convié à parler de ces enjeux sociaux et environnementaux des politiques de mobilité dans un séminaire, enfin dans un colloque consacré à cette question du savoir habiter la Terre, ce qui est assez impressionnant pour moi. C'est pas mon public habituel qui est plutôt un public d'urbanisme, donc je vais essayer de faire le lien avec la thématique du colloque et cette question des limites et du savoir habiter à partir d'un corpus de recherche. Sabine vient de l'indiquer. Pour savoir d'où je parle, je travaille essentiellement sur l'évolution de ces politiques de mobilité et de transport en m'intéressant à la fois aux enjeux sociaux et écologiques, et c'est important pour moi, j'essaierai de parler des deux, de ces enjeux écologiques et sociaux, et notamment des impensés des politiques publiques relatifs à ces enjeux. Voilà, moi je travaille principalement sur cette relation transport-mobilité dans des contextes nord, c'est-à-dire en Europe et en Amérique du Nord, à différentes échelles, de l'échelle métropolitaine à l'échelle nationale, où j'essaie de caractériser cette évolution des politiques de transport avec cette problématique de la continuité, au contraire des inflexions de ces politiques, et puis trois hypothèses principales que je travaille depuis une dizaine d'années dans différents programmes de recherche sur l'éventuelle contradiction, même si l'hypothèse est très intuitive, mais en tout cas une hypothèse de contradiction entre les objectifs d'attractivité qui sont portés par les différentes politiques publiques et les enjeux sociaux écologiques. Une deuxième hypothèse sur la question de la standardisation des politiques publiques et de la faible évolution des référentiels d'action au-delà de politiques qui changent dans leur énoncé, mais donc des référentiels d'action qui changent assez peu. Et puis une troisième hypothèse qui est plus récente, mais je tenais à en parler aujourd'hui parce qu'elle me semble particulièrement reliée à la problématique de ce colloque, la question du technosolutionnisme qui me semble à l'agenda et de façon croissante à l'agenda et qui pose des questions, je crois, redoutables aux politiques publiques de transport et de mobilité. Voilà. Je ne pourrais pas parler de tout en 25 minutes. Je voulais juste signaler que dans mes travaux, j'essaie de mener une analyse conjointe sur les deux champs de la mobilité des gens, mais aussi la mobilité des marchandises et la question logistique. J'en parlerai peu aujourd'hui. Je voulais juste signaler que derrière cette question logistique, qui est un impensé à peu près total des politiques publiques, se cachent des enjeux sociaux et écologiques qui sont eux-mêmes redoutables et qu'il est important de caractériser. Voilà. Donc mon arrière-plan théorique sur cette question de la transition écologique, il est connu, vous le connaissez, je m'intéresse comme d'autres à cette trajectoire d'institutionnalisation du référentiel de la transition qui historiquement vient de collectifs et de mouvements de pensée qui sont beaucoup plus radicaux évidemment que l'utilisation du référentiel transition développé aujourd'hui dans les politiques publiques. Et je m'intéresse donc d'une certaine façon aux deux faces de ce référentiel de la transition. Une face claire, c'est-à-dire comment et en quoi ce référentiel de la transition participe à une accélération de la mise à l'agenda de certains enjeux environnementaux, pas tous, j'y reviendrai, et permet le développement de politiques écologiques qui sont plus transversales, en tout cas qui permettent de sortir de ces politiques en silo classiques des politiques publiques. Donc une phase claire qui m'intéresse, parce que je trouve intéressant de la caractériser. Et puis une phase plus sombre, c'est-à-dire cette forme d'euphémisation de l'intensité des urgences écologiques qui donnent à croire, ce que Sabine a déjà beaucoup écrit et beaucoup dit dans différents travaux, qui donnent à croire que la transition est engagée alors qu'elle ne l'est pas, du point de vue des limites planétaires. Donc je m'intéresse à cette euphémisation. Et puis à ce référentiel technique de la transition écologique qui peine à offrir un récit territorial appropriable par toutes et tous et qui nous permettrait de produire collectivement des politiques publiques renouvelées. Voilà, donc c'est mon arrière-plan théorique. Donc en 20 minutes maintenant, je voulais décliner cette question des enjeux sociaux et environnementaux des politiques de mobilité avec une question un peu triviale mais que je crois importante, se déplacer mieux, bouger moins, c'est ce que je vais essayer d'illustrer. Et puis je vais passer par quatre points, un point un peu rapide de caractérisation, de rappel des enjeux environnementaux associés au transport et à la mobilité. Un deuxième point sur les politiques publiques qui s'attachent d'une certaine façon à se déplacer mieux ou à essayer
de promouvoir des déplacements qui participent de l'objectif de réduction principalement des émissions, ce que je dirais. Et puis un troisième point sur les non-dits de ces politiques, c'est là où je voulais rentrer sur le non-dit technique et le non-dit social de ces politiques qui me semble important de caractériser. Et puis une ouverture sur ce qui, moi, me paraît être un point presque aveugle de la régulation, à savoir la réduction de la mobilité elle-même, tout à fait impensée des politiques publiques et qui pourrait être davantage pensée parce qu'elle est relativement raccord avec les pratiques de mobilité des gens. Donc un premier point sur les enjeux environnementaux. Donc tout ça est assez connu. Le secteur des transports est un des secteurs les plus importants quand on s'intéresse aux émissions de CO2. C'est 30% des émissions de gaz à effet de serre en Europe. C'est 33% des émissions de gaz à effet de serre en France, avec cette particularité importante que c'est le seul secteur qui ne voit pas ses émissions décroître, ou qui voit ses émissions décroître très faiblement sur les 3-4 dernières années, mais c'est de loin le secteur qui participe le plus à ces émissions et qui ne décroît pas ces émissions. Quand on s'intéresse par exemple à un focus sur l'île de France, dans le cadre d'un travail que j'ai mené avec ma collègue Caroline Galaise, dans le cadre du GREC francilien, pour caractériser ces enjeux écologiques, transport, mobilité en Île-de-France, on peut en fait identifier ces différents éléments, 22% des consommations finales d'énergie, 30% des émissions de gaz à effet de serre, et des seuils assez critiques sur les oxydes d'azote, sur les particules, en raison de l'importance de ce trafic routier. Cette slide me permet de dire en arrière-plan quelque chose d'important, la façon dont on pense la transition écologique dans le champ du transport est quasi exclusivement associée à un objectif de réduction des émissions de CO2. Les politiques publiques qui s'intéressent au transport pour les modifier ne s'intéressent pas au reste, ne s'intéressent pas à la consommation foncière des transports. Il y a très peu d'évaluation de la consommation foncière associée aux activités de transport, ne s'intéressent pas à la question de la biodiversité associée à cette consommation foncière nécessaire au développement des transports. Et l'ensemble des objectifs régionaux, nationaux, européens portent sur cet objectif de réduction des émissions de CO2 et donc en creux à cet objectif de décarbonation de l'activité transport qui évidemment ne couvre que très faiblement les limites planétaires qui vous intéressent collectivement et donc qui ne sont qu'une petite partie de ces enjeux écologiques mais qui résument l'intégralité des politiques de transport qui s'attaquent uniquement à ce volet écologique particulier qui est celui de la réduction des émissions. C'est ce qu'on peut constater quand on regarde les travaux du secrétariat général à la planification écologique en France, qui identifie de façon assez claire les différents postes d'émissions, c'est-à-dire la contribution de chaque mode de transport et de chaque pratique de transport à ces émissions de CO2, qui permet de pointer le problème, un problème qui est exclusivement routier, c'est la route, soit pour nos mobilités individuelles, soit pour nos mobilités de marchandises, qui participent le plus à ces émissions de CO2. Et donc une évaluation par les émissions de l'impact des transports sur l'environnement, qui se traduit par des dispositifs, en tout cas par des évaluations de dispositifs, qui tentent à réduire ces émissions de CO2 de deux façons. Première façon, en modifiant la partition modale, c'est-à-dire en réduisant la part de la voiture et de la route dans nos mobilités, part qui est aujourd'hui tout à fait écrasante, en la favorisant une forme de report modal, ce que les spécialistes appellent le report modal, vers le transport ferroviaire ou vers les mobilités actives, marche à pied et vélo quand on s'intéresse aux mobilités individuelles. Et puis un deuxième élément qui relève de ce que j'expliquerai tout à l'heure, ce technosolutionnisme, avec cette idée d'électrification qui participerait à une décarbonation du parc routier qui permettrait d'assumer ces objectifs que nous nous sommes fixés à l'horizon 2030, on ne les assumera pas à l'horizon 2030, puis à l'horizon 2050 de décarbonation totale de ce secteur des transports, qui est l'objectif fixé par la loi climat et résilience, qui était lui-même fixé dans le plan vert européen, et qui est un agenda qu'on est censé suivre et qu'on va essayer de suivre, en tout cas quand on regarde le travail de planification du secrétariat à la planification écologique, on va essayer de suivre avec ce double registre d'instruments, des instruments techniques qui participent de cette décarbonation et une modification de la partition modale, donc de nos pratiques de mobilité. Ce qui fait que les objectifs de réduction des
des externalités négatives de ces activités de transport qui, j'insiste, hein, se résument en gros à l'objectif de réduction des émissions de CO2, relève à la fois de la réduction des émissions du trafic routier, relève également du développement du transport collectif, relève, et d'ailleurs avec une forme d'accélération post-pandémie, du développement des mobilités actives, et puis relève d'un deuxième registre, celui de la décarbonation technique des mobilités, plus le champ de la périurbanisation logistique, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui est un champ important quand on s'intéresse à cet objectif de réduction des émissions de CO2. Alors, quand on s'intéresse à la déclinaison des politiques publiques qui vont assumer cet objectif de décarbonation, on voit émerger depuis au moins la fin des années 90, c'est-à-dire que tous les chercheurs et les chercheuses qui s'intéressent à cette trajectoire des mobilités dites durables signalent en fait le début de cette aventure à la fin des années 90, en France particulièrement à partir de la loi SRU, en fait, qui impose aux collectivités territoriales des plans de mobilité avec un objectif assumé de modification des parts modales et de réduction des externalités négatives du transport. Donc le développement d'une boîte à outils relativement standard, qu'on va retrouver partout, dans les contextes nord que je connais en tout cas, mais qu'on va retrouver dans toutes les collectivités territoriales, mais qui vont se traduire de façon différenciée en fonction des contextes métropolitains ou des contextes nationaux, avec des débats importants autour de la mise en place de cette boîte à outils, des débats qui relèvent d'une part sur la timidité des objectifs, c'est-à-dire les objectifs qui sont portés par ces politiques publiques qui sont au final peu contraignants, ne sont pas en capacité d'assumer les objectifs que nous nous sommes nous-mêmes fixés, que ce soit le facteur 4 qui était l'objectif qu'on s'était fixé avant, ou l'objectif aujourd'hui de décarbonation totale à l'horizon 2050. Et puis surtout, et c'est ce qui m'intéresse moi davantage en tant qu'enseignant-chercheur en urbanisme, des controverses sur la transposition de ces politiques de mobilité, des controverses sur la traduction spatiale et sociale de ces politiques de mobilité qui saisissent en fait le jeu territorial et qui sont un élément important à prendre en compte. Alors, je ne vais pas développer cette boîte à outils. On a tous beaucoup travaillé, il y a énormément de travaux, dont les nôtres, sur cette identification d'une boîte à outils des politiques dites de mobilité durable, une boîte à outils à 4 étages ou à 4 boîtes, une qui relève du transport collectif, à la fois sur le développement de l'infrastructure de transport collectif et donc de l'offre de transport collectif, et puis l'ensemble des dispositifs qui tentent à en favoriser l'usage, la billettique, la tarification, l'évolution numérique, et donc une boîte à outils de transport collectif, enfin une partie de la boîte transport collectif qu'on va retrouver partout, une deuxième partie de la boîte sur les modes doux, que nous on appelle les modes doux, donc ces mobilités actives qui relèvent à la fois des stratégies de piétonisation qu'on va retrouver dans la plupart des ensembles urbains, et puis de ces stratégies de développement des mobilités vélo, dans le cadre de plans vélo qu'on voit se développer depuis, enfin, de façon assez importante depuis la pandémie. Troisième volet de la boîte, la régulation de l'automobile elle-même, et donc la réduction très débattue, très controversée de la place de la voiture en ville, le début d'une réflexion dont on parle évidemment beaucoup cette semaine à Paris pour plein de raisons politiques qu'on connaît, mais le début d'une réflexion sur une séquence de l'après-voiture, c'est-à-dire après une planification urbaine qui signale un âge de l'automobile assez récent finalement en Europe, un peu plus ancien en Amérique du Nord, mais qui date des années 60, une réflexion sur une forme de séquence de l'après-automobile qui ne signale pas la fin de la voiture, mais une réduction de la place accordée à la voiture dans les espaces urbains avec tous les conflits associés, mais qui est un élément de la boîte qui est mobilisé dans la totalité des collectivités territoriales que j'étudie. Et puis un dernier élément de cette boîte, que nous, les urbanismes, on appelle cohérence urbanisme-transport, qu'on pourrait simplifier en indiquant cette concentration en fait, des projets urbains autour des quartiers de gare, autour de ces gares de transport collectif qui vont permettre de concentrer, en fait, avec toutes les controverses associées sur la question de la densité, l'habitat et l'activité économique, autour de quartiers de gare, autorisant un développement plus prononcé de ces usages du transport collectif. Voilà. Alors, juste un tout petit focus en une minute sur l'Île-de-France, parce que je le trouve intéressant pour voir, pour caractériser à la fois cette évolution des politiques publiques et puis les tensions, les enjeux, les controverses politiques. Quand on s'intéresse à l'Île-de-France, on voit tout ce que je viens de vous dire. Ça, c'est le plan déplacement urbain d'Île-de-France en 2014, qui est
similaire globalement à tous les plans de déplacement urbain que je connais dans les métropoles européennes et nord-américaines, qui signalent un objectif assez simple, une ville pour moins de voitures, et donc l'ensemble des registres d'action que j'ai indiqués précédemment, du développement de transport collectif, du développement de mobilité active, de la cohérence urbanisme-transport, une action sur le transport de marchandises et sa régulation, qui permettent d'assumer une partie des objectifs de cette sortie de la séquence automobile qui a une traduction importante en termes d'externalité. Je trouve intéressant de caractériser cette évolution. Ça, c'est le dernier plan de déplacement urbain Île-de-France qui vient d'être voté, porté par un exécutif qui est nouveau et par une lecture politique qui est plus exactement la même, qui signale à la fois la continuité en fait, de cette boîte à outils sur le développement du transport collectif et des mobilités actives, mais qui signale aussi, et c'est ce que je vais dire après, le retour d'un technosolutionnisme assez fort, qui lui-même signale une forme de retour à la route assez assumé par le collectif régional, qui d'une certaine façon considère que cette régulation de la voiture est un combat du passé, et que la technique, sous-entendu la décarbonation ou le changement de motorisation de nos instruments de mobilité individuelle, permettrait de résoudre une partie du problème. Voilà. Je trouve que ce petit focus francilien, qui est celui que je connais le mieux, mais qu'on peut observer dans d'autres configurations européennes ou nord-américaines, permet de signaler en fait à la fois cette continuité d'une boîte à outils et comment elle se transpose à l'échelle des territoires, notamment métropolitains, et puis les doutes, les controverses, les conflits et les inflexions de ces politiques publiques. Ce qu'on peut dire en conclusion de cette boîte à outils standardisés de politique publique, ces différents éléments qui, moi, me paraissent importants. Probablement le plus important, c'est ce maintien de ce que certains appellent le paradigme infrastructurel, c'est-à-dire qu'on reste encore puissamment ancré sur cette foi en la grande infrastructure de transport partout. Hein. Vous connaissez tous les projets en cours très controversés avec une conflictualité autour de ces grands projets d'infrastructure, mais qui restent d'une certaine façon maintenus. Et donc ce paradigme infrastructurel continue d'être le levier principal en fait, de développement de politiques publiques. Deuxième élément, je l'ai dit, cette mobilisation de la boîte à outils et notamment l'accentuation des politiques de développement de transport collectif et de mobilité active. Et puis pour répondre aux hypothèses que j'ai posées en introduction, une juxtaposition un peu schizophrénique des politiques environnementales avec celles de croissance et d'attractivité qui restent assez présentes dans l'ensemble des énoncés de politique publique de nos territoires. Je trouve que ce moment un peu schizophrénique, il a été caractérisé par plein d'autres gens, mais je trouve intéressant ce moment où les politiques publiques parlent de ménager le territoire, où cette prise en compte de la nécessité d'en finir avec les grands projets, de porter une attention plus prononcée sur l'existant et sur la modernisation de l'existant, se fracture, en tout cas rentre en conflictualité avec d'autres objectifs qui sont portés dans les mêmes plans de développement, qui sont des objectifs qui sont là encore marqués par un référentiel peut-être du monde d'avant, en tout cas moi c'est comme ça que je le considère, mais de croissance et d'attractivité qui reste très présent dans les politiques publiques et les plans qui sont en charge de développer ces énoncés de politique publique. Voilà. Donc des continuités, un renforcement en cours, c'est ce que je voulais indiquer sur ce volet décarbonation et électrification du parc dont je vais parler juste après, et puis cette petite inflexion après 20 ans de régulation d'une certaine façon de la voiture, une forme de retour de la route assumée aux différents étages et échelons des politiques publiques, de collectivités régionales jusqu'à l'État et un président de la République qui peut déclarer qu'il adore la bagnole et qui signale quand même, je crois, quelque chose d'important dans cette inflexion et ce doute technique qui saisit les politiques publiques. Troisième point de ma présentation, les non-dits de ces politiques, donc qui sont pour moi de deux ordres, en tout cas c'est ces deux ordres que j'essaie de caractériser, les limites de ce solutionnisme technologique qui est en train de s'installer, qui est en train de devenir peut-être plus intense qu'il ne l'était avant, et puis la faible prise en compte des inégalités sociales, qui est évidemment, qui est le sujet que moi je travaille davantage, mais que je crois important de mettre à jour. Alors, sur ces limites du solutionnisme technologique, on peut dire des choses assez simples, c'est que cet objectif de changement de motorisation par l'électrification, qui participerait, entre guillemets, à cet objectif de décarbonation,
on peut le regarder de façon sérieuse et essayer de comprendre en fait ce que ce solutionnisme technologique pourrait apporter, ne pas apporter en fait aux externalités négatives, que celles qu'on essaie de résorber. Alors c'est vrai que l'électrification permet de modifier certaines externalités environnementales. Une partie des baisses des émissions de gaz à effet de serre, une partie seulement, parce que les émissions liées à la mobilité sont à la fois liées à la motorisation, mais sont aussi liées aux roues, au freinage, etc. Et une voiture électrique continue de freiner et continue d'avoir des roues. Et donc, une partie importante des émissions échappe tout à fait à ce changement de motorisation. Elle participe de cet objectif de diminution du bruit, qui est important et qui est un agenda important, notamment à l'échelle urbaine. Elle participe de cette amélioration, enfin de cet objectif d'amélioration de la qualité de l'air, si on veut bien le regarder que du point de vue local, évidemment. Parce qu'évidemment, c'est un déport du problème, parce qu'on ne fabrique pas, nous, les batteries et on n'exploite pas les matériaux nécessaires à ces batteries. Mais je voulais plutôt signaler les impensés en fait, de ce solutionnisme technologique. Une voiture électrique reste une voiture. Un camion électrique restera un camion. C'est-à-dire que si on réduit une partie des externalités, une partie de la réduction des émissions et du bruit, on ne résout pas tous les autres problèmes que pose cette question de la mobilité individuelle motorisée, la question de la congestion et des accidents associés, la consommation des espaces fonciers qui sont considérables pour autoriser la mise en place de cet espace de la mobilité individuelle, les routes, les parkings, le stationnement, la question des coupures liées à ces grandes infrastructures et les problématiques territoriales qui sont associées à ces coupures. Plus globalement, les formes d'urbanisation diffuses, très diffuses, qui sont autorisées par cette généralisation d'une mobilité individuelle motorisée, tout à fait individuelle. Vous connaissez peut-être le taux d'occupation d'une voiture en France, il est de 1,1 ou 1,2, c'est-à-dire que c'est une personne, une voiture. Donc en fait, cette généralisation d'une mobilité individuelle tout à fait motorisée participe de cette dilatation de l'espace urbain et donc de la consolidation d'une forme d'urbanité diffuse qui pose des problématiques environnementales importantes, plus les questions d'enjeux sociaux et des matériaux nécessaires à cette électrification. J'ai combien? 5? Non, mais j'ai presque fini. 3 minutes. Donc j'ai presque fini. Donc deuxième élément de ces impensés, mais on en a un petit peu parlé ce matin, en tout cas dans l'atelier qui était consacré au droit, la question des inégalités sociales. Il se trouve que la plupart de ces politiques publiques de mobilité sont socialement régressives, c'est-à-dire qu'elles ne traitent pas le problème des inégalités et renforcent d'une certaine façon cette double peine écologique où les classes les plus populaires sont à la fois celles qui polluent le moins, mais celles qui sont le plus confrontées en fait, à ces politiques de régulation. Donc c'est cette petite carte de la zone à faible émission parisienne, qui est un exemple parmi d'autres, où vous le savez tous, si vous êtes un ménage très aisé et que vous pouvez acheter un SUV de 2 tonnes bourré de matériaux électroniques, mais électriques, vous pouvez circuler dans les métropoles. Si vous avez une petite bagnole thermique ancienne sans matériaux légers, vous ne pouvez plus y circuler. Et que quand vous collez ça aux inégalités d'accessibilité en fonction des revenus, on a une triple peine écologique qui se met en place, et donc un volet socialement régressif de ces politiques de mobilité dites durables, ou ces politiques de transition écologique qui me paraissent importantes à signaler. 3 points de conclusion et une ouverture. Donc, je trouve, par rapport à cet agenda conceptuel de la transition écologique, que s'intéresser aux politiques de transport permet de caractériser d'une certaine façon cette trajectoire consensuelle de la transition écologique, son institutionnalisation, ses impensés écologiques et environnementaux, et puis son point aveugle. Et donc c'est mon dernier point, je voulais juste insister que ce dont on ne parle jamais dans les politiques publiques, ce qu'on ne voit jamais dans les objectifs qui sont développés par les politiques publiques, c'est l'objectif de réduction de la mobilité elle-même. Et c'est doublement dommage, parce que cette réduction de la mobilité serait un levier puissant de transition écologique. Et c'est doublement dommage parce que quand on regarde sérieusement comment les gens bougent, on s'aperçoit que pour l'immense majorité, les déplacements des gens sont courts. La plupart des déplacements sont courts, se développent dans les échelles de proximité, c'est ce que montre ce traitement que je n'ai pas le temps de décrire, sur les enveloppes de mobilité en Île-de-France, et que donc des politiques publiques qui s'attaqueraient réellement à cette question des proximités et qui sortirait de ce paradigme infrastructurel sur des grandes infrastructures métropolitaines, voire intermétropolitaines, pour s'intéresser davantage à la ville des proximités et donc aux mobilités actives ou pas actives, d'ailleurs associées à ces villes de la proximité, serait
un levier de politique publique probablement plus pertinent que les politiques en cours. Et donc ces politiques impliqueraient de sortir du silo mobilité pour s'intéresser aux politiques du logement, aux politiques de développement de services, d'équipements, d'aménités proches et d'offres de mobilité dans les espaces périphériques qui permettraient de structurer cet espace des proximités qui, lui, participerait d'une réduction importante des externalités négatives associées à la mobilité.